Le tout premier contact que j'ai eu avec Fréquence Gay, c'était pas encore Fréquence Gay. J'ai rencontré Patrick Auger qui, je pense par l'intermédiaire de Jean Lemay, m'a posé une question technique concernant les fréquences, en me demandant à quelle distance d'une radio d'État il fallait se mettre pour éviter d'être brouillé. Et je lui avais dit entre 0,3 et 0,4. Et ça a certainement conforté son idée du 90, puisqu'il y avait FIP à 90-35. Et donc, se positionner près d'une radio d'État était une astuce pour éviter un brouillage potentiel, vu qu'ils ne voulaient pas se brouiller eux-mêmes. Et donc, je savais pas du tout pour quelle radio c'était, parce que le projet était encore top secret. D'ailleurs, il m'a dit, pour l'instant, c'est un projet top secret. Et c'était pendant l'été, et donc c'est à la rentrée que Fréquence Gay a démarré. Et du coup, comme moi, je travaillais dans un magasin de disques import à l'époque, je me suis dit, ça peut être sympa de faire une émission sur les disques import. Magasin qui se trouvait à Montparnasse, qui s'appelait Mini Club de Nuit, un tout petit magasin très marrant, sur 3 étages. Et donc, je suis allé revoir Patrick Auger au studio, puisque j'avais eu l'adresse, et je lui ai proposé l'émission. Et bon, comme à l'époque, c'était en création, tout le monde voulait faire le maximum d'émissions, donc l'idée était d'occuper du temps d'antenne. Donc c'est passé, j'ai commencé mon émission hebdomadaire, je ne sais plus, un soir, je crois que c'était le samedi soir ou un truc comme ça. Assez rapidement, j'ai donné des coups de main sur la technique, parce qu'il y avait un câble qui était mal branché, parce qu'il y avait ci, parce qu'il y avait ça. Et de fil en aiguille, je suis arrivé à m'occuper de manière importante de la technique, plus au niveau installation qu'au niveau réalisation. Ça, c'était plus... un certain nombre d'émissions avaient leur propre réalisateur, et puis il y avait des gens comme Gérard Christian notamment qui faisaient de la réalisation pour pas mal d'émissions. J'en ai fait un peu, mais c'était pas mon activité principale en dehors de mon émission. Ça a donné l'installation du studio à Montmartre, puis surtout à Reflet, qui était quand même au niveau qualitatif un studio assez évolué. On avait pas mal de choses d'une radio professionnelle. On avait des lampes vertes, rouges quand les micros étaient ouverts, quand on était à l'antenne. On avait une insert téléphonique pour passer les auditeurs à l'antenne. On avait un patch pour pouvoir modifier la configuration. On avait une console spéciale radio de fabrication française de la maison Power, qui était à Gennevilliers à l'époque, des gens que je connaissais bien. Et donc ce studio à la Tour Reflet, c'était vraiment un très bon studio avec tout ce qu'il fallait pour vraiment bien faire de la radio. Avec des jingles, avec les platines télécommandées, enfin tout, il y avait tout. Tout ce dont on peut rêver à l'époque, en 82, pour faire une radio, avec les moyens, c'était pas du matériel, c'était pas des Nagra, des choses comme ça qui valaient une fortune, mais c'était quand même déjà des Revox, des platines Technics, des magnétos à cassette Alpine, enfin des produits déjà de bonne qualité. Et on avait monté ça avec un gars qui s'appelle Hugues Fischer. Je ne sais pas s'il est dans le groupe. Et donc ça, c'est je dirais, un très bon souvenir, parce que c'est vraiment une réussite. Moi, je me suis occupé aussi non pas de faire moi-même, parce que je suis pas cordiste, mais de superviser l'installation des antennes quand on a déménagé. Parce qu'au début, l'antenne était sur le toit de l'immeuble où se trouvait le studio. Ce qui posait 2 problèmes. D'une part, qu'on était un petit peu plus bas que Télégraphe, qui est le point haut de l'endroit où on était. Donc on avait un effet de masque sur une partie de Paris. On passait très très bien en banlieue nord, en banlieue ouest et est. Mais en banlieue sud, on repassait un peu, mais il y avait une partie de Paris où on ne passait pas, à cause de ce masque. Et on a eu la chance d'avoir un placard à balai prêté par Norbert Terry au dernier étage d'un immeuble qui est à la pointe de Montmartre, juste au-dessus du funiculaire, en fait, pratiquement. Et on a mis l'antenne là et l'émetteur là. Et le studio était donc en bas, presque en bas du funiculaire aussi, et donc en vue directe. Au tout début, on a essayé de faire un pont hertzien, donc une liaison sans fil entre le studio et l'émetteur, qui fonctionnait de manière un peu erratique, parce que comme quand il y avait du soleil, il faisait super chaud dans la pièce où était l'émetteur, et quand le soleil se couchait, il faisait super froid dans la pièce où était l'émetteur. Ça faisait des très grosses variations de température, et le système de réception là-haut se décalait régulièrement. Donc on passait notre temps à aller courir pour le recaler, et un jour on en a eu marre, on a dit on va tendre un câble, et on a tendu un câble à l'arrache sans rien demander à personne, à travers de Montmartre, entre le studio et l'émetteur qui était là-haut. Et on a fait ça avec Gérard Christian. On a beaucoup rigolé parce que les gens nous demandaient ce que c'était. Ah, c'est pour le téléphone, on disait.
Et donc, anecdote amusante du câble tendu dans les airs. Après, on a eu donc le studio à la Tour Reflet. Donc, il y a eu entre-temps l'officialisation de l'autorisation d'émettre. Donc, on a pu obtenir ce qu'on appelle une ULS, une licence spécialisée, donc un câble téléphonique en fait tiré par les PTT. À l'époque, c'était les PTT, qui nous permettait d'aller directement du studio à l'émetteur. Ce qui m'a donné l'occasion de développer un petit gadget qui servira à d'autres choses après. C'est-à-dire que la LS, c'est quand même quelque chose qui n'est pas de super qualité. Donc il a fallu améliorer un petit peu la qualité. Donc j'ai mis des systèmes pour améliorer la qualité de ces LS. Et je me suis dit un jour que ça pouvait être développé sur une ligne téléphonique ordinaire pour faire des émissions... des reportages, etc. en dehors. Et donc ça nous a permis de faire des émissions dans différents sites avec cette espèce de boîte qui était une insert téléphonique à l'envers qui en fait forçait le signal dans la ligne téléphonique, puisqu'à l'époque c'était du fil de bout en bout, il n'y avait pas de numérisation. Donc si on envoyait un signal très puissant et corrigé en fréquence par rapport aux pertes en ligne, on arrivait à avoir quelque chose d'à peu près correct à la sortie. Disons une qualité, c'était pas une qualité FM sur une ligne ordinaire, c'était une qualité grandes ondes, mais c'était pas mal déjà. Le système qui a été pas mal utilisé par Fréquence Gay pour faire des émissions un peu partout, qui a été utilisé par Radio Nova pour faire des émissions en direct du Rex Club. Donc c'était un système que j'avais développé. En fait, j'avais commencé à faire ce système-là bien avant. À l'époque du réseau téléphonique, il y avait avant les réseaux téléphoniques officiels, Audiotel, payants, etc. Il y avait ce qu'on appelait le réseau téléphonique, c'est-à-dire en fait des lignes qui n'étaient pas correctement gérées par les PTT, soit des lignes qui n'étaient plus utilisées, soit des disques, ce numéro n'est plus attribué, etc., etc. Et ça servait de moyen de rencontre avec les gens, parce que tout le monde appelait le même numéro et se retrouvait connectés ensemble. Et donc j'avais développé ce système de forçage de lignes pour arriver à passer par-dessus tout le monde sur le réseau téléphonique. Et donc, quand j'ai fait le système d'amélioration des LS, je me suis dit on va pouvoir combiner les deux. Et c'est comme ça que j'ai fait ma boîte de liaison sur les lignes téléphoniques ordinaires. Donc les petites anecdotes comme quoi le réseau téléphonique qu'on utilise pour draguer amène des développements techniques pour la radio. Donc là on est en 82, le studio Reflet. J'avais déjà commencé un petit peu à travailler dans les clubs gays. À l'époque, c'était le Broad qui était l'endroit numéro 1. Et je bossais un jour par semaine en tant que DJ, puisqu'ils étaient ouverts 6 jours par semaine et que le DJ résident ne voulait en faire que 5. Donc je faisais le 6e jour. Et puis, quand ils ont eu des problèmes de bombes, etc., il a fallu fouiller les gens à l'entrée. Il y a eu 2 bombes dans le Broad. Une qui a explosé pendant que l'endroit était fermé. Et une que le patron a trouvée pendant que le club était ouvert, qu'il a pris dans ses mains et qu'il a été jeté dans la fontaine des Innocents. Elle a pété dans la fontaine des Innocents, les vitres tout autour ont pété. Donc autrement dit, heureusement qu'il l'a enlevée, parce que si elle avait pété à l'intérieur, c'était quelques centaines de morts. Et lui, il a eu un courage, Jean-Claude Deté, extraordinaire, de prendre la bombe dans ses mains pour aller l'acheter comme ça. Vraiment, c'était assez fort de sa part. Et donc, suite à ces bombes, il a été décidé de fouiller tous les gens à l'entrée, les sacs, et les gens fouillent au corps. Alors, il y en avait qui adoraient ça, évidemment. Et j'ai donc été réquisitionné, si j'ose dire, pour faire la fouille une partie de la semaine aussi, en plus de mon jour de DJ. Un peu plus tard, j'ai rencontré à Fréquence Gay un autre animateur qui s'appelle Patrick, et qui travaillait dans une boîte qui s'appelait l'Elsa Popine, qui était rue Saint-Denis, 14 rue Saint-Denis. Et il m'a dit qu'il avait des problèmes de sono, je suis venu voir, etc. Je lui ai réparé sa sono. Et puis on a sympathisé, et puis il y avait un projet de faire un club gay à la place. Et c'est devenu le Lamplight Boys International, s'il vous plaît, qui est devenu plus tard le club, et qui est toujours le club aujourd'hui. C'est moins lieu gay qu'à l'époque, il n'y a plus que le samedi où ils font des soirées gays, le reste du temps ils font des soirées événementielles, des concerts, etc. Mais
Alors c'était marrant parce que ça a été une première, ce club. C'était le premier club à faire de la publicité radio, le premier club gay à faire de la publicité radio. Sur Fréquence Gay, évidemment. Alors on n'avait pas le droit officiellement de faire de la publicité, mais il y en avait quand même un petit peu. Mais il fallait trouver des astuces. Alors au lieu de dire venez au club, on disait on offre des entrées à 10 auditeurs, ce qu'on faisait effectivement. C'était une manière astucieuse de faire de la pub. Et ce qui était très drôle, c'est que comme évidemment Patrick et moi on connaissait tout le monde dans la radio, vu qu'on y était, ben, pendant qu'on faisait les travaux au club, on appelait pour dire bonjour tout le monde. Ah ben tiens, c'est toi, ça se passe bien les travaux, je vais passer ta pub. Et la pub elle passait X fois par jour, alors que c'était prévu qu'elle passe une dizaine de fois, elle devait passer 40 ou 50 fois par jour. C'était assez rigolo. Et donc, ça a été aussi le premier club gay à faire de l'affichage dans la rue. On a mis des affiches qu'on collait, affichage sauvage, hein, mais qu'on collait sur les panneaux d'affichage publicitaire de Co et autres. Et du coup, avec ces deux éléments de... Enfin, pas seulement d'ailleurs, il y avait un autre truc, c'est que comme je sortais beaucoup à l'époque, je disais à tout le monde, il paraît qu'il y a un nouveau club qui va ouvrir, est-ce que tu sais où c'est ? Évidemment, les gens ne savaient pas, mais posé comme ça a attisé la curiosité. Et donc, tout le monde demandait, et au bout d'un moment, des gens sont venus me demander, toi qui sors, est-ce que tu sais où est le nouveau club gay qui va ouvrir ? Je me suis dit, si les gens reviennent me demander, c'est que c'est gagné. Et effectivement, quand on a ouvert, ça a été blindé de suite. Chose qui est impossible aujourd'hui, c'était en 83. Alors, étant DJ résident au club quand même, au début 7 jours par semaine, après j'ai pris un remplaçant pour ne faire que 5 jours, mais donc, je ne pouvais plus tenir la radio en même temps. Donc c'est l'époque où je suis parti, de la radio. J'ai continué à œuvrer dans les clubs par contre, puisque quand David Girard a ouvert Haute Tension, j'étais encore au Limelight, mais je me suis quand même occupé de l'installation son et lumière de Haute Tension, de rafraîchir un peu, parce que c'était un club avant, mais c'était un peu tombé en décrépitude, donc il fallait rafraîchir un peu. Le Limelight, ça s'est pas très bien passé parce qu'il y avait des problèmes internes sur lesquels je ne m'étendrai pas. Mais assez rapidement, j'ai proposé à David Girard de faire DJ 2 jours par semaine, puisqu'il avait un résident, Pascal Pichard, qui est devenu mon meilleur ami et qui est décédé malheureusement il y a quelques années, qui était donc 5 jours. Il avait pris un autre DJ, dont je ne me souviens plus du nom, pour faire les 2 jours dimanche-lundi, et qui apparemment ne donnait pas toute satisfaction. Donc quand j'ai proposé à David, il m'a dit oui, bien sûr, avec plaisir. Et je me suis retrouvé donc à Haute Tension à faire DJ 2 jours par semaine. Et puis, en plus, évidemment, donc à continuer à gérer la technique de la boîte, plus à remplacer tous les gens qui en avaient besoin, qui étaient en vacances, qui étaient malades. Donc j'ai un peu fait tous les postes, le vestiaire, le bar, la direction. Il n'y a que la porte que j'ai fait une seule fois, mais c'était pas mon truc. Et donc ça, c'est aussi un très très bon souvenir, parce que David Girard était quelqu'un de très intéressant, très, très droit, exigeant, mais il y avait jamais de problème. Il y avait que des solutions avec lui. C'était vraiment très, très intéressant de bosser avec. Quelqu'un qui avait beaucoup d'entrain, d'énergie, qui faisait plein de choses. Que j'ai suivi vraiment jusqu'à la fin. Quand il a monté la télématique, moi j'étais aussi dans la télématique, puisque j'avais monté une société de télématique pour faire des centres serveurs, enfin des logiciels serveurs pour centres serveurs. Et donc j'ai donné un coup de main sur la télématique, sur alors le site Minitel, le service Minitel, on disait un service Minitel et non pas un site à l'époque, 3615 Gay. Déjà le nom était bon, alors ça avait été une astuce pour l'avoir, parce que les noms étaient donnés par les directions opérationnelles des télécommunications. Et elles étaient régionales. Celle de Paris avait refusé, mais je ne sais plus laquelle. David, il les avait toutes faites, jusqu'à en trouver une qui dise oui. Et donc on a vu le nom 3615 Gay qui était déjà très bon. On était allé voir le plus gros centre serveur de France qu'il y avait, et on avait négocié avec eux pour avoir le plus de puissance possible, et on arrivait effectivement à avoir plus de 300 personnes connectées en même temps, ce qui était largement au-dessus de tous les autres qui plafonnaient à 150.
Donc c'était amusant. Après, il y avait tout un tas de roublardises derrière, c'est-à-dire qu'il y avait l'animation. Alors l'animation, on ne faisait pas de l'animation comme comme les services hétéros faisaient en se faisant passer pour des femmes, pour faire rester les gens plus longtemps. On faisait essentiellement de la surveillance sur le 3615 gay, mais on allait sur les sites des concurrents pour leur faire remarquer qu'il n'y avait pas grand monde chez eux et que c'était beaucoup mieux chez nous, qu'il y avait beaucoup plus de monde chez nous. Et alors c'était très drôle parce que en quelques jours, on vidait des sites entiers, des services entiers. Alors ils nous appelaient en disant quand même c'est pas cool. Ah ben vous avez raison, c'est pas cool, on le fait plus, mais vous venez pas chez nous. Et donc on avait des accords pratiquement avec tous les autres, comme quoi on n'allait plus chez eux, vu qu'on les avait déjà vidés, c'était plus utile, et qu'ils venaient pas chez nous pour essayer de nous reprendre les clients qu'on leur avait piqués. Et quand par hasard il y en avait un qui respectait pas son accord, il y avait la troisième chose, c'était la grosse machine que j'avais fabriquée spécialement pour ça, qui simulait 64 demandes de connexion, suivi immédiatement de 64 demandes de déconnexion, ça à environ 10 fois par seconde, autrement dit ça faisait péter le serveur en 1 minute ou 2. Donc c'était assez rigolo toute cette période. Alors après, qu'est-ce qui s'est passé après ? J'ai rencontré la musique techno, avec laquelle je me suis senti beaucoup d'affinité, parce que j'ai trouvé que c'est une musique très intéressante pour un DJ, parce que c'est plus une matière qu'un produit fini. C'est-à-dire que quand on mixe deux Dalida, c'est deux Dalida. Quand on mixe des morceaux techno, c'est des éléments avec lesquels on va créer une ambiance sonore qui est autant le résultat du mixage que des morceaux d'origine. Donc c'est assez intéressant. Et en plus, il s'est trouvé que c'était une époque où les gens où le sida avait fait des ravages, et où les gens avaient une réaction assez négative en se disant: si je sors, je vais rencontrer quelqu'un, si je rencontre quelqu'un, je vais baiser, si je baise, je vais attraper le sida, donc je ne sors plus. Donc le milieu gay avait une ambiance assez délétère à cette époque-là, et donc du coup je me suis complètement éloigné du milieu gay pendant quelques années, et je me suis lancé dans l'organisation de soirées techno. J'ai ouvert le premier magasin de disques techno à Paris, donc j'ai fait pas mal d'activités pendant 2-3 ans dans cette sphère-là. Alors le magasin, il y a des anecdotes sur le magasin qu'on peut raconter. Comment on en est venu à faire ce magasin ? En fait, à l'anniversaire du Boy, je vais à le premier anniversaire du Boy, et il passe un morceau qui s'appelle Act of Madmen, et que je trouve extraordinaire. Et je me dis, c'est quand même pas normal qu'on ne trouve pas ces morceaux-là à Paris. Et donc, à l'époque de Haute Tension, on allait souvent chercher des disques en Belgique, donc je réactive mes contacts en Belgique, et effectivement, le disque était disponible, il n'y avait pas de problème, etc. Donc je me dis, il faut faire quelque chose. Et je commence à aller chercher des disques en Belgique, et à les ramener à Paris, à les faire écouter à mes amis DJ, qui me disent « Ah, c'est bien, est-ce que tu peux m'en avoir pour moi ?» etc. Donc je commence à faire un petit circuit de vente de disques, auprès d'amis DJ, qui se développe après je prends contact avec les gens du SA Import Lille, qui était plus proche, avec qui on tombe d'accord pour qu'ils m'envoient les nouveautés sans que j'ai besoin de me déplacer à chaque fois. Donc ça devient une espèce de chose régulière. Tous les vendredis arrivent des nouveautés. À la même époque, Pascal, Johan et moi, une équipe de DJ potes, et on avait fait pas mal de choses ensemble, notamment Haute Tension avec Pascal. On se retrouve à aller bosser au BH, qui voulait transformer complètement son lieu de bar à cul en discothèque, en gardant une backroom bien sûr, mais en voulant vraiment une discothèque de manière importante. Donc on arrive avec toute la nouvelle musique, techno, house, etc., qui passait au Boy et nulle part ailleurs à l'époque. Et en l'espace de quelques week-ends, on blinde l'endroit. Et puis malheureusement, le patron, Christian Assinger, était un garçon un petit peu fantasque, qui n'était pas... c'est tout le contraire de David Girard. Autant David Girard, c'était blanc un jour, c'était blanc le lendemain. Autant Christian, c'était blanc un jour, gris le lendemain et noir le surlendemain. Donc on s'est pris la tête assez rapidement et on est parti.
Pendant le même temps, le DJ qui avait créé la Folie au Boy, qui était un Belge du nom de Marco, qui avait amené toute la musique, entre autres belges, mais enfin toute la techno au Boy, est parti, et c'est son remplaçant, Xavier, qui a pris les platines derrière lui, sauf que Marco n'a pas donné ses adresses de fournisseurs à Xavier, et Xavier continue à jouer les mêmes disques depuis plusieurs semaines. Et donc, le lendemain du jour où on est parti du BH, puisqu'on avait, nous, tous les disques qu'on jouait au BH, je suis allé voir Xavier avec une grosse caisse d'environ 250 disques, en lui disant, voilà ce qui est sorti depuis le départ de Marco, écoute, tu me dis ce qui t'intéresse, et je te les commande. Et par contre, je suis pressé, il faut que je les récupère demain. Il n'a pas dormi, il a écouté les disques, et le lendemain, je suis arrivé au Boy, il me montre un petit paquet de 10 disques, il me dit, ça c'est ce que je veux pas, je veux tout le reste. Et donc, je lui ai recommandé les disques, et je suis devenu fournisseur du Boy, en disques, toujours sans rien d'officiel. Le seul accord que j'avais avec le Boy, c'était je vous fournis les disques, les nouveautés en exclusivité, avant que même les échantillons, vraiment les tout premiers trucs. Mais si quelqu'un pose une question concernant la musique, la réponse c'est faut voir Yann. Et Yann, il était dans la cabine du Boy à prendre les commandes de tous les gens qui voulaient avoir les nouveautés, etc. Et donc, je me suis retrouvé à arriver le vendredi avec 4 cartons de 250 disques au Boy, les nouveautés pour eux et toutes les commandes que j'avais prises pendant toute la semaine. Et là, les gens du S Import me disent peut-être que ça faudrait le coup de monter un magasin. J'aurais dit, bah oui, je suis justement en train de chercher un local. Et j'ai trouvé un local rue du Bourg-Tibourg, donc dans le Marais. Et c'est comme ça que j'ai ouvert le magasin en septembre 1990. Magasin que j'ai tenu à peu près 2 ans. Et après, pour des raisons essentiellement personnelles, j'ai préféré me retirer du magasin. J'ai revendu mes parts aux gens de US Import et je suis parti à Montpellier. Montpellier, où 2 ans plus tard, j'étais président de l'association organisatrice de la Gay Pride de Montpellier, qui a fait sa première donc en 1994. Et j'y suis resté jusqu'en 1998. 98, on est devenu très rapidement la plus grosse Gay Pride de province, avec une méthode toute conne, c'est que des gens m'ont dit, avant la première, les gens m'ont dit « il n'y aura personne à Montpellier, les gens ne voudront pas s'afficher ». Et j'ai eu l'astuce d'envoyer de la promotion dans toute la France, en me disant « si j'ai 10 Lyonnais, 15 Marseillais, 10 Toulousains, etc., etc., je vais avoir au départ 300-400 personnes, et les Montpelliérains vont rejoindre, ne se sentant pas exposés, mais se sentant noyés dans la masse. » Et c'est exactement ce qui s'est passé. La première a fait 1200 personnes, alors tout le monde me disait « tu ne feras pas 100 personnes ». Donc j'étais assez content du résultat. Et on a donc développé l'association pour faire... Après, on a fait une semaine avec des projections de films, avec des expos, avec des tas de choses. Et donc on arrivait à être la plus grosse Gay Pride de province. Jusqu'au moment où les gens de Marseille m'ont demandé de venir bosser avec eux. Ce que j'ai fait en gardant... il y a quelques années où j'étais sur les deux. Et voilà. Et du coup, celle de Marseille a bien grossi aussi. Et en 98, juste après la semaine de la marche, je suis retourné à Paris parce que je trouvais que Montpellier c'est très chouette, c'est sympa, la mer est pas loin, la campagne est à côté, la montagne pas très loin non plus, mais au niveau du boulot c'est quand même très limité. Alors j'avais bien développé une activité avec Ibiza News. Ibiza News c'était un gratuit qui était à l'origine à Marseille et diffusé entre Marseille et Nice. Et donc je me suis retrouvé à faire la distribution sur les nouvelles zones et à faire la publicité. Comme je connaissais tous les télématiciens, ayant fait de la télématique avant, pour vendre de la publicité aux télématiciens qui étaient les principaux annonceurs dans les magazines gays à l'époque, c'était facile pour moi. Donc j'ai très rapidement développé le chiffre de la pub, ce qui a permis d'augmenter la diffusion, de doubler le nombre de pages. Et on est allé comme ça jusqu'à Lyon et jusqu'à Toulouse.
Éric Séroul, qui était le fondateur d'Ibiza News, avait demandé l'implantation sur Montpellier. Comme j'étais à la tête de l'association de la LGBT, c'était facile effectivement d'implanter le magazine sur Montpellier. Et je lui ai dit, mais on pourrait aller plus loin. Et donc je l'ai emmené à Lyon et jusqu'à Toulouse. Donc Ibiza News, mais bon, c'était une activité plaisante mais pas rémunératrice. Et donc, je suis remonté sur Paris pour avoir des activités qui me fassent un petit peu mieux manger que ce que je faisais à Montpellier. Et à Montpellier, à Paris, c'est très vite reparti, puisque j'étais toujours resté en contact avec Pascal, qui était au Banana, qui m'a fait rentrer au Banana. Je suis allé au MCM Café. Après, on est allé au Dépôt. Enfin bon, ça a été la suite. Dépôt, je suis resté jusqu'en 2012. Et là, ça a un peu clashé parce que le patron à l'époque était un peu cyclotimique, on va dire. Et ça a clashé sur une bêtise, sauf que moi, je baisse pas ma culotte facilement. Donc du coup, j'ai dit, c'est pas grave, si ça se passe pas bien, on arrête. Et j'ai arrêté. Alors, j'ai pas repris l'activité de DJ parce que j'estime que comme ça fonctionne actuellement sur Paris, les bars qui donnent 80 € à un DJ pour faire une soirée, moi 80 €, je reste chez moi, je regarde la télé. Donc j'ai pas repris. Je suis quelque part pénalisé par le côté multi-activité. C'est-à-dire si j'avais, à l'époque du début de la techno, mis toute mon énergie dans l'activité unique de DJ, j'aurais certainement pu me faire un nom comme d'autres l'ont fait de cette époque-là. Mais j'ai jamais eu envie, puisqu'à l'époque, j'étais DJ, organisateur de soirées, j'avais le magasin, j'avais encore une activité dans la télématique. J'ai toujours eu plusieurs activités en même temps. Alors c'est pénalisant dans un sens, ça m'a empêché effectivement d'être un DJ reconnu, connu comme j'aurais pu le faire. Mais ça m'apporte la liberté totale. C'est-à-dire que si n'importe quelle activité me satisfait plus, me pose problème ou ça clash avec quelqu'un, etc. J'ai suffisamment d'autres activités pour pouvoir me retourner. Alors, avec le recul, qu'est-ce qu'on peut retenir de l'époque de Fréquence Gay ? Je pense que ce qui était très intéressant, c'est que le média radio était vraiment le média en pointe. C'était la nouveauté, les radios libres, etc. Il y avait pas encore 40 000 chaînes de télévision. Donc, le renouveau médiatique, c'était les radios. Et on s'est rendu compte, on a été les premiers surpris, qu'il y avait une demande faramineuse pour une radio à expression clairement affichée homosexuelle, puisqu'on est arrivé à un certain moment à la 3e audience des radios libres sur Paris. Il y a eu des pointes à 3, c'est 4, mais il y a eu des pointes à 3. Et je me souviens qu'il y avait un certain nombre d'animateurs qui sont allés faire des conférences dans des lycées à la demande des chefs d'établissement. Il y avait tout un tas de choses qui se passaient, qui montraient qu'il y avait besoin de communication. C'était une époque, c'était aussi l'époque où il y a eu les premières marches homosexuelles. C'était une époque où il y avait une espèce de nouveautés, de marche en avant, chose que j'ai connue aussi après sur la musique techno, parce que c'était une nouvelle musique, et les premières années, c'était aussi très intéressant, et c'est devenu assez rapidement mainstream, si j'ose dire, et les soirées ont été moins intéressantes, un peu plus liée à la drogue que celle était au début, même s'il y a toujours eu de la drogue dans la nuit. Et une espèce d'hyper spécialisation des courants musicaux. Dans les premières soirées techno, on passait de la techno vocale, de la techno minimaliste, de la techno américaine avec des rythmes complexes, de la techno belge avec des rythmes binaires. On passait différentes choses au cours d'une même soirée. Aujourd'hui, une soirée techno, c'est le même son du début à la fin. C'est vraiment, on a spécialisé les scènes par rapport aux différents courants de la musique. Et de mon avis personnel, je trouve que c'est moins intéressant.
J'ai pas vraiment gardé de contact avec les anciens de la radio. Là, je suis assez content de l'existence de ce groupe parce que ça m'a permis de reprendre des contacts avec des gens que j'avais pas vus ou j'avais pas entendu parler depuis des années. Ça pourrait être amusant d'ailleurs de faire un repas des anciens de la radio. Suggestion. À la même période, j'étais aussi en contact avec les gens du Cuar. J'avais d'ailleurs mis des sonos sur la voiture de tête des deux premières marches homosexuelles. Et j'ai sonorisé et animé en tant que DJ les premiers baliers qu'il y a eu sur les quais de la Seine. Enfin, pas oui, ceux sur les quais de la Seine, parce que les tout premiers ont été derrière le square Jean 23. J'y étais allé en visiteur et j'avais beaucoup aimé. Et donc, comme je connaissais les gens du Cuar, je leur ai dit « Ah, mais ça serait bien qu'on fasse ça ensemble ». Et eux ont changé d'endroit pour avoir un endroit plus grand sur les quais. Et donc, pendant quelques années, j'étais le sonorisateur et le DJ des baliers. À un moment, David Girard en a fait un pour la fête de la musique, non pas pour le 14 juillet. Et là, évidemment, j'étais là aussi. Et après, ça s'est arrêté parce que apparemment, il y avait plus l'énergie suffisante au niveau du Cuar. Et ça a été repris par Guépier. La première année, ils ont eu la flotte. C'était une catastrophe. La deuxième année, ils m'ont appelé c'était 89, la deuxième année où ils l'ont fait. Ils m'ont appelé pour mixer. Après, il y a eu je suis parti dans la techno, donc je me suis éloigné, comme je disais tout à l'heure, de tout ce qui est activité dans le cadre gay. J'ai eu des échos, comme quoi il y a des problèmes de sécurité sur le bal-gay. Et d'ailleurs, le dernier bal-gay qui a eu lieu en 99, j'étais aux commandes, à la demande de Guépier, puisque comme je m'étais occupé de la publicité d'Ibiza News, il m'avait contacté pour bosser avec eux. Et je me suis occupé d'ailleurs de la publicité pour le dernier guide Guépier qui est paru, en sillonnant les 2 tiers de la France pour vendre de la pub dans le guide, et vérifier les adresses, etc. C'était assez intéressant comme activité. Et donc le bal gay, alors le bal gay a failli avoir lieu en 98, mais c'était quelques jours après la Coupe du Monde de football, et j'ai dit je ne fais pas un bal gay en plein Paris, quelques jours après la Coupe du Monde de football, avec des centaines de milliers de supporters qui traînent dans les rues. Le risque est trop important. Et donc il a eu lieu en 99, en sachant que les moyens mis en œuvre pour la sécurité étaient énormes. À l'époque du Cuar, on avait 17 agents de sécurité, sans qu'il y ait de problème. C'était jusqu'aux années 86, je crois. C'est 86 le dernier, parce qu'il n'y en a pas eu en 87. Et 88, il y a eu la flotte, et ça, 89, c'était celle où je mixais. Et pour le Sud 99, on avait embauché 100 agents de sécurité. Et il n'y en avait pas trop, ils n'étaient pas au chômage du tout, ils étaient bien occupés. Il n'y a pas eu un seul problème sur le site. Il y a eu des problèmes à l'extérieur, mais on ne pouvait pas non plus sécuriser toute la ville. Mais c'est des moyens qui ont un coût énorme, ce qui fait que le bal a été déficitaire, et c'est pour ça qu'il n'y en a plus depuis. Alors j'ajouterai quand même qu'il y a une petite responsabilité des gens, dans la mesure où, d'après la police, il y a eu 50 000 personnes, ce qui veut dire qu'il y en a eu largement plus, et qu'on a vendu 17 000 boissons. Ce qui veut dire que les gens n'ont pas joué le jeu de dépenser un petit peu de sous pour que le bal puisse exister. C'est vrai qu'on vendait les boissons plus chères que les vendeurs à la sauvette qui avaient tout autour. Il n'y en avait pas sur le site parce qu'on les avait empêchés de rentrer, mais il y en avait autour. Et évidemment, ils vendaient, vu qu'ils n'avaient pas le bal organisé, ils vendaient moins cher les boissons, et les gens n'ont pas tellement soutenu la manœuvre, et donc du coup ça a été déficitaire, et du coup il n'y en a plus eu. Après, mon Guépier ayant fait faillite, il y a eu une vague idée que j'ai soumise à la Sophigède à l'époque. La Sophigède, on dit 2 mots ce que c'est, parce que tout le monde ne sait pas ce que c'est. La Sophigède est une structure commerciale qui a été mise en œuvre pour sauver du naufrage financier l'association organisatrice de la marche LGBT parisienne,
qui a voulu faire une soirée de clôture, comme ça se faisait tous les ans, à Bercy, sauf que Bercy, ça coûte une fortune, et que ça ne plaisait pas aux gens, et ça n'a pas rempli, parce que du fait du coût, ça faisait un coût d'entrée prohibitif, et du coup, ça n'a pas rempli, et du coup, ça a perdu des sommes faramineuses. Donc l'association s'est retrouvée dans des dettes considérables, et des gens, des télématiciens de connexion principalement, qui faisaient de l'audiotel, et de guépiers, ont monté la Sophiged pour éponger les dettes et offrir une structure financière plus solide pour les marches suivantes, en échange de l'exploitation des marques Gay Pride, Lesbian Gay Pride, etc. Et donc la Sophiged a perduré pendant quelques années, et je leur avais proposé le Balier, et ils m'ont dit la même chose que ce que je pensais moi-même, c'est pas faisable parce que c'est pas rentable. Voilà ce qu'on peut dire sur le Balier, et pourquoi il n'y en a plus, au grand regret de beaucoup de monde. Bon, revenons un petit peu à Fréquence Gay. Il y a quelques petites choses que je souhaiterais ajouter. D'une part, on a parlé de mon émission Disque Import qui m'y a amené, elle s'appelait Direct Express, et j'avais un jingle tiré d'un disque disco qui s'appelait The Direct Express, et qui disait The Direct Express, donc c'était très pratique pour ça. Quand on est passé à Montmartre, j'ai arrêté l'émission parce que j'étais parti du magasin de Disque Import, et j'avais plus d'import. Enfin, j'en avais moins, j'en avais toujours, mais j'en avais moins. Ça avait moins d'intérêt, et j'ai proposé une autre émission qui s'est appelée le Gay Parade, qui était le hit parade de la station, et qui était à la fois quotidien et hebdomadaire, c'est-à-dire qu'il y avait une toute petite tranche tous les jours, et une récapitulative du classement le samedi après-midi, c'était toujours dans la journée. Et ça fonctionnait sur le principe d'un hit parade de radio, c'est-à-dire que c'est les auditeurs qui faisaient le choix. Le tout premier classement, je l'ai pondu tout seul dans mon coin, en fonction de ce qui se jouait dans les clubs et sur les autres radios. Et après, c'est les auditeurs qui l'ont fait évoluer en votant pour un titre qui montait, ou ou en proposant d'autres entrées. Donc c'est les auditeurs qui se sont appropriés le classement en quelques semaines. Ce qui fait qu'il y a des titres qui passaient pas du tout sur d'autres radios, qui se retrouvaient dans le classement. Et bon, c'était assez. Et c'est un certain nombre de titres qu'on entendait partout qui étaient aussi dans le classement, parce que c'est pas parce que les gens sont gays qu'ils ont forcément des goûts différents de la majorité de la population, mais il y a aussi des goûts différents. Donc il y avait ce mélange dans ce Gay Parade. Après, l'organisation de Fréquence Gay, c'était assez complexe, parce que c'était une association avec les avantages et les défauts d'une association. C'est-à-dire que beaucoup de gens venaient, mais ne prenaient pas l'idée que pour faire de la radio, il y a un certain nombre de règles à respecter. Donc il y a eu un certain nombre de clashs divers et variés entre ceux qui voulaient faire les choses d'une façon et ceux qui voulaient faire les choses d'une autre. Ce qui a conduit le fondateur Patrick Auger à partir, et l'élection d'une présidente qui était Geneviève Pastre, qui était une femme de consensus, qui était assez chouette pour ça, qui restait quelques années. Et pour essayer de structurer un petit peu la programmation de la radio, on a fait une commission des programmes, dont j'ai fait partie, parce que déjà au tout début, à l'époque des premiers studios rue de Belleville, j'avais déjà essayé d'harmoniser un petit peu en déplaçant certaines émissions pour mettre des émissions qui avaient une thématique commune sur des tranches parallèles ou l'une après l'autre selon ce que les différents animateurs pensaient opportun, plutôt que d'avoir n'importe quoi à n'importe quelle heure selon les jours. J'avais essayé d'harmoniser un petit peu tout ça. Et donc, quand on est parti sur la nouvelle structure avec Geneviève Pastre, le conseil d'administration, etc., on avait donc créé une commission des programmes, justement, pour que les nouvelles émissions s'insèrent de façon le plus harmonieuse possible avec les existantes. Des fois, on remaniait un petit peu la grille pour essayer d'avoir à la fois des choses dans un même univers qui pouvaient se suivre. Par exemple, on pouvait avoir du théâtre, de la musique classique et de la peinture
sur une même journée, et puis d'avoir des tranches horizontales où tous les soirs on avait une émission musicale qui pouvait être différente, mais vers 18h on avait une émission musicale, etc. Donc on avait essayé d'harmoniser tout ça. Il y a eu pas mal de choses aussi au niveau des fêtes, parce que pour financer la radio qui n'avait pas le droit à la publicité, même si on trichait un peu comme avec le Limelight, mais c'était vraiment par rapport aux établissements gays, on ne pouvait pas faire de la publicité pour Renault ou pour Carrefour, c'était absolument impossible. Et donc on faisait des fêtes, on faisait des fêtes au Bataclan, on faisait des fêtes au Cirque d'Hiver, et ça c'était aussi des moments sympathiques. Fêtes au Cirque d'Hiver qui ont été reprises par David Girard plus tard, parce qu'il avait bien aimé l'endroit et qu'il a fait aussi des grosses fêtes au Cirque d'Hiver. Voilà, je crois qu'on a vraiment fait le tour de ce qu'on pouvait dire sur la radio, son fonctionnement, et j'ai pas envie de rentrer dans les détails des querelles de clans, de machins qui étaient contre trucs et de bidules qui n'étaient pas d'accord avec chose, parce que ça n'a aucun intérêt. Ce qui est le plus important, c'est de voir que bon an, mal an, quand il y avait des problèmes, quand il y avait des menaces d'interdiction, de mariage forcé avec d'autres radios pour partager la fréquence, etc., tout le monde se serrait les coudes, organisait des manifs, etc., et qu'à chaque fois la radio est passée par-dessus les différentes difficultés, jusqu'au moment où ça a été repris par Guépier, et où là, moi, j'y étais plus du tout, et d'après les échos que j'en ai eus, c'était quand même un peu la Bérésina. Parce que Guépier essayait plus de tirer profit pour le magazine de la radio que de faire vivre la radio vraiment, ce qui fait qu'elle a fini par elle a perdu des auditeurs, elle a perdu pas mal de choses, jusqu'au moment où Henri Morel a décidé de faire une radio techno, ce qui est Radio FG aujourd'hui, et là ça refonctionne sur un concept qui a strictement rien à voir, mais qui tient debout aussi.